monde. Yo yo! Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. On espère que vous avez passé un joyeux Noël. Ça va... Yep. Si mes calculs font du sens, ça va être posté le 27. 27, c'est ça, cet épisode 7. Fait que nous, on est avant Noël, mais vous allez le voir après. Fait qu'on espère que vous avez passé un beau temps des fêtes jusqu'à date. Puis, ouais, à part de tout ça, j'ai pas grand-chose de bon à dire. Moi non plus, j'ai pas grand chose à dire. T'as-tu hâte à notre party de Noël? Là, Oui, ça, on en a deux, là. Ouais, on va-tu se péter à la face? Oui. Moi pis toi? Oui, Ouais, pas le choix. Mon true crime de cette semaine va être pas relié à Noël, mais ça se passe dans le temps des fêtes. Fait que je voulais faire un petit... comme un petit... vu que c'est Noël, tu sais, je vais faire une petite histoire de Noël, mais ça n'a pas vraiment rapport avec Noël. Pas un Père Noël de centre d'achat. Non, c'est ça. Ça se passe durant le temps des fêtes, c'est tout. L'histoire de cette semaine, elle va... je crois qu'elle va faire chier un petit peu Ben, ou les personnes qui regardent, à cause ça aurait pu être très bien évité, genre. Très, très bien évité. Puis le résultat est catastrophique. Puis tu vas voir pourquoi. OK, t'es prêt? Yes, sir. Pour notre histoire d'aujourd'hui, nous nous dirigeons vers Middletown, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Middletown compte environ 10 000 habitants et constitue l'une des plus anciennes communautés du comté, fondée en 1975 par un homme nommé George Fisher. Middletown était une ville assez normale, avec pas grand-chose à faire là-bas, et considérée comme plutôt sécuritaire. Comme Hawkesbury, mettons. Un peu BS, tout. Ok, j'allais dire, je suis comme, il y a un twist à ça, là. Je suis comme, faut pas braguer d'Hawkesbury. C'est ça, un peu BS, tout. C'était jusqu'il y a 20 ans, lorsque quelque chose d'assez inquiétant a secoué la ville pour toujours. Ernest Ray Hoolaver Jr. est né le 23 avril 1960. On ne sait pratiquement rien de son enfance, à part le fait qu'il a un frère nommé Scott. Scott va revenir plus tard dans l'histoire. Ernest est allé au secondaire du Central Cambria et a obtenu son diplôme en 1978. Au cours des 2 années suivantes, il a trouvé un emploi dans l'entreprise de camionnage du comté de Cambria et a rencontré une femme nommée Jean Ann Bittman. Jean est née le 8 décembre 1959 à Johnstown, en Pennsylvanie. Elle était employée au sein des systèmes de santé de pointe de l'hôpital de Harrisburg lorsqu'elle a rencontré Ernest. Le couple se marierait et aurait 2 filles nommées Victoria, née en 1981, et Elizabeth, née en 1987. Les 2 sœurs étaient très proches et gardaient toutes 2 un secret inquiétant sur leur père. En fait, tous 2 étaient effrayés par Ernest et la raison en était qu'il les maltraitait malheureusement de toutes les manières imaginables. En juin 2002, les filles se sont réunies avec leur mère et ont discuté de la situation, puis elles se sont rendues ensemble à la police. Il a été prouvé qu'Ernest avait commencé à agresser Victoria vers l'âge de 6 ans et Elizabeth vers l'âge de 10 ans. Je n'entrerai pas dans les détails sur les choses spécifiques qu'il faisait à ses filles, sachez simplement que c'était absolument écœurant. Fucking dégueu. C'était pas juste de l'agression sexuelle, c'était plein d'affaires. Victoria a déclaré qu'Ernest avait promis de ne rien faire à Elizabeth tant que Victoria gardait le secret. Fait que Victoria, c'est la plus vieille. Ouais. Il a dit genre, tant que tu gardes le secret, je vais rien faire à Elizabeth. Qui était de la bullshit ou... Mais un jour, elle a ressenti un sentiment très fort et très malaisant et a demandé à Elizabeth si elle avait vécu une chose similaire avec leur père. Elizabeth a dit à Victoria que c'était le cas et qu'elle avait peur de lui. Victoria a ensuite eu une conversation avec une de ses tantes où elle a tout dit, genre, elle a tout vidé son sac. Elizabeth a dit qu'il était vraiment méchant et colérique. Il leur criait toujours dessus et les frappait pour des choses pour lesquelles elle ne devait pas être punie. Elle a dit qu'elle avait peur d'en parler à qui que ce soit parce qu'il lui avait dit que cela ruinerait leur famille et que si jamais elle parlait à quelqu'un, il les tuerait toutes. Après la conversation que les 2 sœurs ont eue avec leur mère en 2002, comme qu'ils sont assis et on dit « Ok, maman, c'est ça qui se passe. » Jean a déposé une ordonnance de protection pour protéger Elizabeth, qui était encore mineure. Victoria était alors adulte, avec un enfant. Elle avait c'était rendu longtemps de même. Les filles étaient visiblement très nerveuses à l'idée que cela soit rendu public, et le secret était enfin révélé. Elle était inquiète car cela les mettait en danger. Ernest avait déjà proféré des menaces, et elle croyait tous les 2 qu'il en était capable. Jean était sous le choc des allégations concernant son mari, déclarant qu'elle ne savait absolument rien. Pour sa défense, genre, tout de suite quand elle l'a su, comme c'était une claque d'en face, puis elle a dit « Ok », elle a protégé ses 2 filles, puis là, elle se séparait évidemment d'Ernest et il fut arrêté. Fait qu'elle se sépare, elle file un divorce,
puis Ernest est arrêté. En juillet 2002, il a fini par verser une caution de 100 000 $ et est retourné vivre avec ses parents et son jeune frère Scott qui vivait à Cambria, à environ 3 heures de route de Middletown. Il n'était pas autorisé à s'approcher des filles ou de Jean, il n'était pas autorisé à posséder une arme à feu et son procès devait commencer le 3 janvier 2003. Le 24 décembre 2002, Joe et Mary Bittman, les parents de Jean, attendaient que leur fille Jean, leur petite-fille Victoria et Elizabeth, et leur arrière-petite-fille Madison fêtent Noël. Ils attendaient qu'ils arrivent chez eux pour Noël. Okay. C'est une tradition le soir de Noël que les filles se rendent chez leurs grands-parents. Ils passeraient la nuit pour pouvoir être tous ensemble le jour de Noël et ouvrir les cadeaux. Ce que j'ai dit Noël, mais c'est la veille de Noël. Marie s'est inquiétée alors qu'elle était toute en retard pour le dîner. Il y avait environ 2h30 de route de Middletown à Jonestown et c'était décembre et il neigeait, donc elle a supposé qu'elle avait potentiellement pogné du trafic, comme il y avait tout pogné du trafic. Mary a passé de nombreux appels à Jean. Ils sont tous allés soit vers la messagerie vocale, soit vers le répondeur, et aucun des appels n'a été retourné. Comme elle n'a pas appelé son cell, cause obviously, on est en 2002, fait qu'elle n'a pas de cell. Elle a appelé chez eux, puis toutes les fois, ça n'a pas répondu. Elle a alors décidé qu'il était temps d'appeler la police. Mary a d'abord demandé au répartiteur s'il y avait eu des accidents sur l'autoroute, mais il n'y en a pas eu. Elle a ensuite demandé s'il pouvait aller faire un contrôle d'aide sociale au domicile de la famille Woolaver, comme un wellness check, juste faire ceux qui sont corrects. Cependant, le répartiteur ne s'en souciait pas vraiment et ne semblait pas du tout inquiet. Ils ont dit à Mary de rappeler le lendemain si Jean et la fille ne s'étaient toujours pas présentées ou si elles ne recevaient aucun appel de leur part. Fait qu'ils disent, garde, c'est juste la première journée, comme, peux-tu juste attendre un petit peu s'il te plaît, comme, on fera pas un plat. On fera pas un plat pour ça tout de suite, c'est ça. Okay. Mary, cependant, savait que quelque chose n'allait pas. Mais elle a décidé d'écouter le répartiteur et a attendu toute la nuit pour qu'il arrive, genre. Comme les filles ne se sont toujours pas présentées le lendemain matin, elle a téléphoné à nouveau à la police. Elle leur a demandé une nouvelle fois d'aller faire un wellness check et cette fois-ci, ils l'ont fait. Le sergent Robert Gibbler s'est vu confier cette tâche et il s'est donc rendu au domicile des Woolaver un peu après 7 heures du matin. Lorsqu'il est arrivé sur place, rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Il frappa à la porte d'entrée, essaya de sonner, mais il n'obtient aucune réponse. Les stores étaient tirés dans la maison, ce qui rendait difficile pour lui de regarder par les fenêtres. Il a fini par se diriger vers l'arrière de la maison, et c'est là que les choses ont commencé à paraître bizarres. Les vitres de la porte du garage étaient brisées, comme on va dire que tu as la porte, puis il y a tout le temps des petits carrés dans la fenêtre. C'était brisé, puis la porte n'était pas verrouillée. Le sergent Gibbler a ouvert la porte et a vu la voiture de Jean dans le garage. Il est ensuite entré dans le garage pour frapper à la porte reliée à la maison, mais n'a toujours pas obtenu de réponse. Il a ensuite essayé d'ouvrir la porte et a découvert qu'elle était déverrouillée. Il est entré et a commencé à appeler toute personne potentiellement présente dans la maison, mais n'a obtenu encore une fois aucune réponse. Quelques pas seulement à l'intérieur de la maison et il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Dans la cuisine, gisait le corps de Jean Woolaver, 43 ans. Sergent Giblett est allé vérifier son pouls et il était froid au toucher. La police a supposé qu'elle préparait son café vers 4 heures du matin lorsque quelqu'un s'est faufilé derrière elle et lui a tiré dessus, lui faisant laisser tomber le filtre à café qu'elle tenait. Il y avait un filtre à café à terre. Le sergent Gibbler a alors appelé des renforts pour qu'il puisse comprendre ce qui était vraiment, comme c'était vraiment exactement passé. Il a spécifiquement fait appel à l'unité des homicides et à l'unité d'enquête sur les lieux du crime. Lorsque les renforts sont arrivés, Gibbler et le reste des agents ont dégagé le premier étage. Mais c'est à ce moment-là qu'ils ont entendu un cri distinctif venant de l'étage. Armés, les policiers ont monté les escaliers et ont découvert un autre corps. Elle a été identifiée comme étant Victoria. Elle a reçu une balle dans la tête, mais elle avait aussi avec elle sa fille Madison, qui était toujours vivante. Fait que le bébé est encore vivant, dans ses bras. Elle pleurait, criait, elle était gravement déshydratée, affamée et avait également besoin d'un gros changement de couche. La police pense que Victoria s'était penchée sur sa fille pour tenter de la protéger et cela a fonctionné. Victoria se dirigeait vers la porte de sa sœur, probablement pour essayer de la protéger elle aussi. Elizabeth était également assassinée et elle a été retrouvée allongée sur son lit. Elle a également reçu une balle dans la tête, mais elle avait également des brûlures aux mains, ce qui indique qu'elle a peut-être saisi l'arme à feu lorsqu'elle a été tirée. Les femmes ont tous été abattues avec un pistolet de calibre 22, mais aucune arme n'a été trouvée sur les lieux du crime.
En enquêtant plus en détail, les policiers ont découvert que les lignes téléphoniques étaient coupées à l'extérieur de la maison, ce qui indique que même si les femmes avaient voulu appeler de l'aide, elles n'auraient pas pu le faire. La police a commencé à enquêter sur les personnes les plus proches d'eux et a immédiatement découvert ce qui s'était passé avec Ernest. Bien évidemment, il est allé au poste pour un entretien et interrogé sur le meurtre. Il a répondu qu'il avait entendu parler de ce qui s'était passé par un membre de sa famille, mais qu'il ne savait pas qui aurait pu les tuer. Lorsque la police lui a demandé où il se trouvait la nuit des meurtres, il a répondu qu'il avait un alibi. Il a dit que lui et son frère Scott étaient dans les bois chassant le cerf et le coyote entre 2h et 9h du matin. C'est quoi les odds, genre, que pendant que tout ça se passe, t'es parti à la chasse? Ce jour-là. Ce jour-là, de 2h et 9h. Entre 2h et 9h du matin, genre. T'as-tu même le. Je pense même pas que t'as le droit de chasser à 2h du matin. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi les lois dans les Moi non États pis dans les plus. années pis tout Ouais. ça. Là. Je commencerai pas à faire mon smart, mais comme. Je suis pas mal sûr à 2h du matin. Je pense que s'il fait noir, t'as pas le droit de chasser tout cool. Je sais pas. Ben peut-être qu'ils sont rendus genre de 2h à la place, puis que là, quand ils ont commencé, ben, comme, c'est un stretch, là. Ouais, c'est pas crédible. Scott a ensuite été appelé pour un entretien. Il a fini par confirmer l'histoire de son frère. Fait qu'il a juste dit, ouais, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Pour cette raison, la police n'a eu d'autre choix que de rechercher d'autres suspects pour l'instant. Mm-hmm. L'un d'eux s'appelait Frank Ramos, le père de Madison, l'ex de Victoria. J'en ai pas parlé encore. Frank Ramos, c'est l'ex à Victoria. C'est le père de... Ok, mère monoparentale. Ouais, elle avait pas vraiment... Comme il était là, mais il... Minute, je vais en parler un peu plus. Hawkesbury, t'avais raison. Ouais, c'est ok, ça. J'ai compris. C'est ça. Ils vivaient ensemble depuis un certain temps, comme ils étaient là, comme avec Victoria. Et la police a été appelée à plusieurs reprises à leur domicile en raison de leur bagarre constante. Hawkesbury. L'une des raisons de tous ces disputes était que Frankie pensait que Madison n'était pas à lui et ne l'a accepté seulement lorsque Victoria a passé un test de paternité qui a confirmé qu'il était le père. Cependant, la police l'a finalement enlevé de la liste de suspects car il avait un alibi solide qui le plaçait à Reading, en Pennsylvanie, à environ 1h30 de route de Middletown. Mm-hmm. Fait que Ça tient debout. ça tient debout. La police a ensuite enquêté sur un homme nommé Turner Higgins, qui était aussi un ancien petit ami occasionnel de Victoria. Il était serrurier et aussi le gars qui a changé les serrures pour Jean quand Ernest a déménagé, mais encore une fois, il a été blanchi par un alibi. Est-ce qu'il s'est fait accuser, ben pas accusé, mais checker à cause que c'est lui qui a fait les serrures? Je pense que oui, puis le fait que Victoria puis lui, c'était on and off. Ok. Fait que c'était comme convenient qu'il y C'est ait ça. eu accès à ça si jamais. C'est ça. Ok, ça tient debout. Mais encore une fois, il a été blanchi par un alibi, il avait un alibi solide. La police a éventuellement exécuté des mandats de perquisition contre la maison des parents d'Ernest, ainsi que contre sa voiture. Parce que, oui, ils disent qu'il y a un alibi, mais ils n'ont pas de preuves. Les deux autres, il y avait des preuves. Mm-hmm. L'autre, c'est juste, c'est son frère qui dit que c'est vrai. Qui est comme, tu sais, un oui-dire, c'est pas vraiment une Puis c'est preuve. son frère. Là, C'est comme... ça. Dans la voiture, ils ont trouvé un cahier sur lequel Scott a écrit à maintes reprises, comme over and over again, « Nous étions en train d'observer des cerfs et des coyotes. » Nous étions en train d'observer des cerfs et des coyotes. Nous étions en T'es pas train capable de te souvenir de ça d'observer verbalement? des cerfs et des coyotes. Over and over again. Dans un cahier. Je sais pas. I guess qu'il voulait faire certain, mais... Hey, c'était laisse pas- pas le cahier dans le char. Puis c'est pas long ça, là, Mhm. comme faut que tu l'écrives. Ah, ouais. Mhm. C'est presque comme s'il l'écrivait en essayant de s'en souvenir consciemment, comme si ce n'était pas ce qu'il faisait vraiment le soir des meurtres. Eh bien, c'est parce qu'il est... Obviously, c'était pas ça qu'il faisait le soir des meurtres. Right? Checkais pas des cerfs et des coyotes. C'est ça. Les enquêteurs ont ramené Ernest et Scott pour les interroger à nouveau. Ernest a refusé de parler et a demandé un avocat comme tué quand il s'est assis. Scott, en revanche, était extrêmement nerveux. Au début, il s'en est tenu à la même histoire qu'il avait racontée à l'origine, à savoir que lui et Ernest étaient dans les bois de 2h à 9h du matin. La police lui a ensuite montré des photos de la scène de crime et de sa belle-sœur morte et de ses nièces. C'est alors que Scott a cédé et a dit à la police tout ce qu'il savait. Il l'avait écrit sur sa main. C'est ou... obviously, probablement, parce qu'il s'en souvenait probablement pas. C'est ce qui est... l'histoire que je vais raconter est ce qui s'est vraiment passé le soir du 23 décembre. OK.
Le 23 décembre, Ernest et Scott étaient en train de boire près du domicile de leurs parents à Cambria. Vers 1h du matin, Ernest a dit à Scott qu'il voulait se rendre à Middletown pour récupérer son chien auprès de son ex-femme. Scott savait qu'il n'était pas autorisé à s'approcher de Middletown à cause des conditions de la cour, mais il a quand même décidé de le conduire jusqu'à Middletown. Et ils ont conduit à tour de rôle et à un moment donné, ils se sont arrêtés pour qu'Ernest puisse enfiler des vêtements sombres. Puis encore là, Scott il a dit « nothing wrong here. » Cerf, coyote. C'est ça. Lorsqu'ils sont arrivés à Middletown, Ernest a dit à Scott de se garer au coin de la rue et de rester dans la voiture. Il a ensuite attrapé quelques objets sur la banquette arrière et s'est faufilé vers la maison, portant un masque de ski et des gants. Arrivé à la maison, il s'est rendu aux lignes téléphoniques situées à l'extérieur et les a coupées. Après avoir brisé une fenêtre de la porte du garage et s'être laissé entrer un par un, il a tué sa famille. Cela a pris un total d'environ 5 à 10 minutes. Ernest a ensuite couru vers la voiture dans un état agité et il a crié à Scott « Drive, drive, drive », comme go, comme des gaulistes. Oui, ça presse. Sur le chemin du retour vers la comté de Cambria, les deux frères se sont arrêtés à plusieurs reprises pour qu'Ernest puisse changer de vêtements puis se débarrasser des armes du crime, un fusil de chasse et un pistolet de calibre 22 pour être exact. Comme je l'ai dit, Scott a tout raconté à la police puis les a amenés là où Ernest était descendu de la voiture pour voir s'il pouvait trouver les armes. La police a fouillé chaque centimètre carré de la zone et était sur le point d'interrompre les recherches lorsqu'un agent a regardé en bas d'un ditch et entre les rochers, il a vu quelque chose de couleur orange. C'était le canon rouillé d'un pistolet. Ils ont recherché le numéro de série et ont découvert que l'arme appartenait à l'oncle d'Ernest. Fait que ça lie. 1+1. Ouais, 1+1. La police a fait des tests balistiques et a confirmé qu'il s'agissait de l'arme du crime. C'était bien celle-là qui a tué les 3 femmes. En janvier 2003, Ernest a été inculpé de 3 chefs de meurtre au premier degré et l'État a demandé la peine de mort. Scott a été accusé de complicité et détenu sans caution, mais dans le cadre d'un accord de plaidoyer, il a accepté de plaider coupable à 3 chefs d'accusation de meurtre au 3e degré et a été condamné à une peine de 12 à 25 ans. C'est rare t'entends ça 3e degré. Hein? Ouais, c'est rare, mais I guess qu'en Pennsylvanie, en 2002, ça existait. Je savais même pas que la Pennsylvanie avait la peine de mort. Moi non plus, mais je pense qu'ils l'ont pu. C'est correct, elle doit le... Whatever. Je penserais pas qu'il l'ait encore, moi non plus. Ouais. Alors qu'Ernest était en prison et attendait son procès, check bien ça, okay. Ça c'est bon. Il a tenté d'embaucher un tueur à gages par l'intermédiaire d'un autre détenu. Il a eu l'idée de faire tuer Frankie Ramus, l'ex-petit... le père de Madison. OK? Pour donner l'impression qu'il l'a fait lui-même, que Frankie l'a fait, genre, puis qu'il s'est suicidé à cause qu'il se sentait mal. Frankie étant encore une fois le père de Madison, comme j'ai dit, le tueur à gages allait ensuite laisser une note au nom de Frankie, disant qu'il était le véritable tueur, comme une note de suicide, genre. Fait que le tueur à gages, aurait fallu qu'il fasse comme... qu'il tue comme s'il s'avait suicidé, puis il aurait laissé une lettre disant « Ah, c'est moi qui l'ai fait, blablabla. » Puis lui est assez cave pour penser que, même si ça se passerait exactement comme il vient de dire, là, que tout ce que Scott, son frère, a dit tout le long, c'était comme « Ah, il voulait me throw under the bus, puis il était... » C'est de la merde. C'est toute de la bullshit, puis le gars nous avait trouvé, il a planté ça là lui-même, puis tout. Il est cave de même, lui. Hey, gotta do what you gotta do, hein. Ouais, c'est comme qu'ils disent desperate measures call for... Bon, en tout cas, cette affaire-là. Cette affaire-là, cette quote-là. L'autre détenu qu'Ernest a essayé d'embaucher pour tuer Frankie s'est ensuite adressé aux gardiens de la prison à ce sujet et ils ont fini par piéger Ernest. Un agent de la DEA de la Virginie occidentale s'est présenté comme tueur à gages et les autorités les ont enregistrés en train de discuter du meurtre. Comme ils l'ont pogné, là, la main dans le cookie jar, là. Okay. Il s'agissait simplement d'une autre accusation ajoutée à la longue liste des accusations en attente pour Ernest. Au cours du procès, Scott a déclaré que lorsque Ernest avait emménagé ses parents, il avait dit qu'il tirerait sur Jean, comme du début, genre, la première journée qu'il avait déménagé. Ernest n'avait jamais dit pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait, mais la théorie est que les femmes ont été tuées pour les faire taire et les empêcher de témoigner. Ernest Hoolaver Jr. a finalement été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, de meurtre de témoins à charge, de complot, de mise en danger imprudente de Madison, de cambriolage et de sollicitation criminelle, comme quand il a essayé d'engager le tueur à gages.
Il a malheureusement été acquitté des accusations d'agression sexuelle et condamné à 3 peines de mort. Et à l'heure actuelle, il se trouve toujours dans le couloir de la mort. C'est en 2000 quoi le procès fini? 2002. Il a été retrouvé coupable tout de suite. Genre. Ok, ouais, ça fait quand même au-dessus de 20 ans. Minute, je vais en parler. Ok. Le 10 janvier 2014, la Cour supérieure de la Pennsylvanie a statué que les accusations d'agression sexuelle portées contre Ernest resteraient inscrites dans son casier judiciaire. Bien que le jury l'ait acquitté, ils ne l'ont fait seulement que parce qu'il a assassiné les témoins qui allaient témoigner contre lui. Mm-hmm. La Cour supérieure a noté que les accusations d'agression sexuelle étaient liées au meurtre et qu'Ernest n'avait pas droit à la réparation qui effacerait le dossier. Comme, obviously, c'était vrai s'il a fait ça pour ça, right? Exactement, comme tu peux jamais prouver ça. Encore une fois, c'est tout comme juste de la logique que tu utilises, mais de la logique en cours, ça passe pas. Mais j'ai jamais vu ça, genre quelqu'un qui s'est fait acquitter, mais que la Cour supérieure a dit « Non, ça va rester sur son dossier, genre, on s'en fout. » Ben, même au Canada, comme si t'as pas de casier, ça paraît pas, mais si t'as un casier judiciaire puis t'as d'autres accusations qui ont été retirées ou comme peu importe, ou que t'as été acquitté, c'est quand même là dans le comme passif, genre comme les accusations sont là. C'est juste que si t'as rien qui est vraiment comme coupable, puis tu vas faire un spot check, ok, ça, je savais pas. Ça apparaîtra pas. Okay, ça, mais si tu as un casier actif puis tu vas chercher un criminal record check, tu sais, si tu vas pour une job, tout ça, ils vont pas aller à ce niveau-là. Ils vont pas voir que tu étais accusé, mais si jamais que, comme les policiers sortent ton dossier, ils vont voir que tu étais accusé. Comme mettons, les douanes vont avoir accès à ça, la GRC pour des affaires fédérales vont avoir accès à ça, mais comme s'ils font des vulnerable sector check pour des jobs, whatever, comme ça apparaîtra pas. Mais c'est dans la banque de données. Fun fact. Je savais pas ça. Yep. C'est bon à savoir. Comme les douanes, là, comme mettons, tu vas aux States, là, comme même si t'as un pardon au Canada, puis c'est tout comme clean, ils ont tout accès, man. Est-ce qu'ils vont t'empêcher de rentrer au Canada? Ils ont le droit. Ouais. Pas rentrer au Canada, rentrer aux States. Ouais, on se rentre aux States. C'est incroyablement triste de savoir ce que Jean, Victoria et Elizabeth ont enduré lors de cette tragique veille de Noël. Un moment que l'on est censé passer avec sa famille et ses proches et simplement profiter de la vie. Cela fait maintenant 20 ans et les deux frères sont toujours en prison. J'espère que Scott restera en prison pendant son 25 ans au complet et qu'Ernest fasse bientôt face à la peine de mort. Ceci conclut l'histoire d'Ernest Hoolaver. Fait que Scott, qui a eu une peine de 12 à 25 ans, est encore en prison après 20 ans. Tu trouves ça comment, toi, qui sont encore là après 20 ans? Moi, je dis qu'il fait le 25 ans au complet. T'es complice de 3 meurtres. Ouais. Tu savais ce qu'il allait faire. Ouais, comme... Il n'y avait pas d'excuse. T'as joué l'innocent, là, comme c'était de la négligence criminelle au minimum, là. Peut-être 25 ans, c'est un peu harsh. Tu trouves que c'est harsh, toi? Un peu. Okay. Comme, je prends des accords qui s'entôlent, là, comme... Tu sais, mais je pense qu'une dizaine d'années pour lui, j'aurais pas été contre ça. Je suis pas choqué qu'il en fait 25, mais c'est parce que t'as du monde qui s'en sortent plus facile que ça, qui ont actually fait des meurtres. Yeah. Pour complice, 25, je trouve ça un peu long. Mais... Moi, je trouve que... Vas-y. Je trouve qu'il aurait pu empêcher plusieurs fois ça d'arriver. Scott aurait pu dire « Non, je t'apporte pas ». Scott aurait pu dire « Non, fais pas ça ». Scott aurait pu tourner de bord comme autant de fois qu'il veut pendant qu'il se rendait là. Il aurait pu y dire « S'il te plaît, fais pas ça » quand il est arrivé là-bas. Il aurait pu l'empêcher de... Il aurait pu appeler les polices. Il y a eu tellement de choses qu'il aurait pu faire pour empêcher ça. Puis il a décidé over and over again de rien dire puis de rien faire. Très d'accord. Moi, je trouve qu'il mérite le 25 ans. Moi, je trouve qu'il aurait dû avoir un meurtre au 2e degré, comme complice au meurtre. Je trouve que 3e degré, c'est un peu poussé. C'est comme... si tu regardes maintenant les lois d'aujourd'hui, c'est comme... manslaughter. C'est même pas un meurtre, genre, meurtre au 3e degré. Manslaughter, tu peux t'en sortir de la prison provinciale. C'est ça qui arrive. Fait que si tu regardes les lois de la Pennsylvanie, je sais pas vraiment comment ça marche comme aujourd'hui. Ouais. Mais je suis sûr que s'il aurait été comme retrouvé coupable comme en 2023, il aurait eu probablement plus que 12 à 25 ans à cause qu'il a été complice au meurtre. Il n'y aurait pas eu 3e degré. Genre. Non. Il aurait été complice. Puis complice d'un meurtre, t'es quand même meurtrier. T'es quand même 25 ans. Genre. Ben c'est ça, c'est le fait que tu as un rôle quand même, puis comme... Ouais. Tu sais, ils disent you should know better, puis comme... Ouais, puis comme ignorer la loi, c'est pas une excuse devant la loi, comme c'est tout de suite, c'est comme... Si tu fais du speeding, tu dis je pensais que c'était 100 ici, pas 80. Ça passe pas nulle part. Puis imagine pour un meurtre, c'est encore pire. So, tu le savais, comme ton frère t'a dit qu'il s'en allait chercher un chien. Il te fait faire des arrêts, tu le vois s'habiller tout en noir, tu le mets à mettre son ski mask avec des trous.
Comme... Moi, je pense qu'il savait du début. Ouais, il a juste Moi, je pense joué... qu'il a dit ça juste pour se back un petit peu. Tu sais, au début, je savais pas vraiment ce qu'il faisait. Beau fucking shit. Tu savais du début ce qu'il faisait. Tu savais du début qu'est-ce qu'il allait faire. Quand il est arrivé chez vous, quand il est aménagé chez vous, tu l'as dit, comme durant le procès, qu'il est arrivé puis qu'il a dit qu'il était pour tuer Jean, genre. Je vais la tuer, je vais la tuer, je vais la tirer. Yeah. Fait que tu savais quand il est retourné là. Puis comme... Bullshit que tu savais pas qu'il avait mis des guns dans le char, là. Comme, c'est son char, c'est le char à Scott? C'est la voiture à Scott. Ok, ouais. C'est ton char. Puis, juste la seconde, au minimum, même si tu as vraiment pris l'aspect comme innocent until proven guilty, il va pas la tuer, on s'en va vraiment là juste comme checker, whatever, ou pour ramasser de quoi. La seconde qu'il met du linge foncé, puis le fait qu'il change, puis qu'il mette une cagoule, si la lumière n'a pas sonné encore rendu là, ben tu le sais déjà, puis tu peux l'empêcher. Ouais. Comme, il n'y a pas mal de cagoule dans la maison, là. Il l'a mis avant de se rendre, il l'a fait parker plus loin. Comme direct là, c'est red flag. Il a dit d'attendre, c'est ça. Loin. Genre. Attends loin, comme parque-toi pas en avant, parque-toi loin. Puis tu le sais qu'il n'y a pas le droit d'aller là. Puis ça, c'est tout si... Comme là, on dit tout ça, mais c'est comme... C'est tout si il savait pas encore. Genre. C'est ça, comme Moi, si je pense qu'il savait du début ce qu'il allait faire. Quand ils sont partis de la ville qui était, je m'en souviens plus du nom, là. Quand ils sont partis de là pour aller à... Comment t'as... C'est pas Johnstown? Ouais, quelque chose de même pour aller à Hammertown? C'est quoi le nom encore? Là, ça va me gosser, il faut que je le trouve, là. Middletown, ok. Comme moi, je pense qu'il savait du début quand il est parti de whatever à Middletown que son frère était pour tuer genre sa famille au complet ou juste peut-être Jean. Moi, je pense peut-être qu'il pensait juste qu'il était pour aller tuer Jean puis pas les filles. Mais encore là, t'es complice. Puis en plus, c'était le getaway driver aussi. Là. Ouais, comme t'es là. Ouais. Puis même si t'avais pas en tête qu'elle allait les tuer, tu pensais quoi que ça allait donner à la main avec un paquet de fleurs, genre? C'est quoi tu penses que ça en allait se passer là? Puis après l'avoir fait, il l'a caché, genre. Ouais. Il a inventé une histoire pendant une couple de jours. Comme moi je pense que la raison qu'il y a eu de 12 à 25 ans, au lieu de juste 25 ans, c'est à cause que sans sa collaboration, il n'aurait pas pu comme pogner Ernest. Mais ça, c'est la raison principale pourquoi je trouvais ça un petit peu harsh. Parce qu'il a... Comme oui, ça y a pris trop de temps, puis il a clairement participé, comme qu'on vient de dire, mais comme... C'est quand même lui qui a fait Case Closed, puis qui a comme vraiment tout confirmé chaque affaire que le monde pensait. Il les a ramenés à la scène du crime, où il y avait les guns, tout ça. Il a vraiment été actif dans le processus. C'est pour ça que je pense que je le trouve un petit peu harsh, mais comme je suis pas en désaccord avec le 25. C'est juste comme... Si ça aurait été 10, j'aurais pas été choqué, mettons. Mais... L'autre, c'est un... Vas-y. Moi, c'est parce que moi, je suis sûr qu'il aurait pu être... Comme on va dire qu'il aurait... On va dire, là, qu'il aurait pas aidé, qu'il aurait pas... il aurait stické à son histoire de non, on est allé à la chasse pis tout. Si jamais il aurait été... Comme il y aurait eu des preuves éventuellement puis il a été retrouvé coupable, genre, il y aurait eu 3 fois 25 ans. Ouais. À cause complice, t'as quand même 25 ans quand c'est un meurtre. Ouais. T'as pas... Puis eux peuvent décider de le mettre un après l'autre ou converger. Ça. Mais comme... Mais juste avec le carnet, man. Ah, yo, le carnet, ça c'était... Pourquoi? Comment tu peux pas t'en souvenir? C'est 2 phrases. Je pense que c'est... Le stress. Ben, sûrement. Tabarnak, il y avait 5 mots. 5 mots. I don't know, bro. On va lui demander à Scott. On va l'appeler en prison. Puis comme, la moitié de ces 5 mots, c'était des animaux. Comme... C'est quoi tu faisais? Je checkais ça, puis ça. Tabarnak. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Cette histoire-là est triste à cause que tout aurait pu être évité. Ouais, c'était juste une comédie d'erreur. Pas juste ça. C'est si il aurait gardé Ernest en dedans au lieu de donner une caution, tout ça aurait été évité. Ouais. Gardez-le en dedans, là. Il a agressé sexuellement 2 mineurs. C'est 2 filles, ses propres enfants. Puis pas juste agressé sexuellement, là. Il l'a battu, puis il y a eu des preuves menacées. Puis ils l'ont quand même donné une caution de 100 000 $. Puis il a quand même réussi à sortir. Fait que tout ça aurait pu être évité s'il le regardait en dedans. C'est pour ça que... je sais qu'on a déjà parlé, c'est tout, mais c'est pour ça que les punitions d'agression sexuelle puis de fausses accusations d'agression sexuelle devraient être plus sévères. Parce que quand c'est vrai, puis t'as des preuves, puis t'as des témoins, tabarnak, lock-les up le plus vite possible, le plus longtemps possible. Tu veux pas avoir ça dans la société.
Si t'es capable de faire ça à tes propres enfants, imagine qu'est-ce que t'es prêt à faire à des étrangers. C'est ça. Comme, comme tes enfants, ça devrait être les personnes les plus importantes dans ta vie. Et ceux que tu protèges le plus. C'est ça. Ta femme, tes enfants, ça devrait être les 3 personnes, dans son cas à lui, les plus importantes dans sa vie by a country mile. Puis il est encore capable de faire ça. Fait que ça veut dire que son cœur, là, il est pas à bonne place, puis il est juste pas présent. Imagine des étrangères qui auraient la même position comme de vulnérabilité. Ou juste des amis de ses filles, ou juste du monde. T'entends souvent les mononcles, puis tout ça, à cause, tu sais, comme party de famille, tu sais, je vais aller jouer avec ta petite, whatever. Puis ça se fait quand même relativement facilement, parce que si la personne n'a aucun comme red flag que ça va être de même, c'est pas quelque chose qui te passe par la tête. Là. Hey, peut-être mon frère ferait ça à ma petite. Comme c'est pas commun. Fait que comment facile ça peut être. Puis là, il fait ça à ses propres enfants. Puis l'autres sont là. Oh, prendre une chance avec. Des câlisses, man. Je suis 100% d'accord. C'est dégueulasse. Puis une affaire que je trouve bizarre, j'ai déjà vu bien des témoignages de ça, c'est des filles ils se font toucher sexuellement par des mononcles ou des grands-pères ou whatever, des membres de la famille, quand elles sont bien jeunes. Puis à cause qu'elles sont tellement innocentes à cet âge-là, en vieillissant, comme ils le gardent dans le background, puis c'est même pas un traumatisme pour eux, jusqu'à temps qu'ils arrivent, mettons, à l'âge adulte, puis entendent d'autres affaires de même, puis ils sont comme « Oh, je me suis fait agresser sexuellement comme quand si j'étais jeune, ça revient. » Ouais. Comme si c'était normal, puis ils ont même pas de traumatisme parce que c'était comme pas wrong pour eux. Dans ce temps-là, genre. Comme tu sais, à 4-5 ans, là, une graine, c'est pour pisser, là. Comme tu sais pas que ça fait autre chose. Fait que comme si quelqu'un te la touche, t'es pas comme... Tu me rapes, tu catches pas à cet âge-là que c'est ça. Fait que si quelqu'un te le fait casually souvent, puis que personne le sait, puis comme t'en as pas parlé, comme ça peut passer comme il faisait juste comme me cuddler ou juste chiller avec moi, tu sais, comme il essaie de me chatouiller. Puis il y a pas juste ça, il y a le syndrome de. Je sais pas comment on appelle ça, le syndrome de. C'est un nom de. Stockholm Syndrome. Ah oui, c'est quoi encore cette affaire-là? C'est que tu tombes en amour avec... Ben, pas tomber en amour, mais que tu penses que qu'est-ce qui se passe, c'est normal. Oui, ben c'est justement. C'est en plein ça. Exactement. Ou si tu tombes en amour avec ton agresseur. Oui. Puis tu le protèges le plus possible. Oui, parce que c'est devenu quelque chose de régulier. De normal. C'est comme faire une tasse de café après un bout. Là, tu catches pas que c'est pas une routine normale. Puis c'est ça, tu vois bien des témoignages du monde sont comme ah ben tu sais j'ai entendu ça puis là comme tu sais quand tu viens plus vieux tu as accès à ces histoires là puis whatever puis ils sont comme oh je me suis fait comme molester vraiment souvent quand j'étais jeune puis c'est plate que le manque d'innocence en vieillissant c'est là que comme les souvenirs reviennent c'est comme oh je me sens comme ça m'a plus fucké up que peut-être je pensais. Si personne n'aurait bring up ça aurait juste été dans leur mémoire comme subconscient dans un tiroir qu'ils utilisent pas. Pis c'est comme fuck, puis là t'as du monde de même qui font ça, pis t'es comme non, prendre une chance. Des câlisses. T'es un esti pédophile, des câlisses. Anyways, t'as-tu d'autres choses à rajouter pour le True Crime? T'as-tu d'autres petits commentaires? Tu l'as-tu dit que c'est une merde? Ouais, non, c'est une merde. Bon. À part de ça, je pense pas que j'ai d'autres analyses parce que, tu sais, la mère a fait la bonne chose, tu sais, elle a mis une caution contre lui, elle est partie avec les petites, il avait plus accès à ça. C'est vraiment le système de justice qui est trop négligent. Encore une fois, c'est quelque chose d'évitable. C'est une ambulance dans le coin. L'arrière. Ouais, c'est pas loin d'ici. J'ai joué le mien d'ici. C'est une petite histoire de true crime locale. On va se lever avec nos micros. Ouais, on va aller interviewer. Anyways, on va finir ça avec le true crime. Oui. Perfect. On va passer à la deuxième partie du podcast.